Donc on a démarré avec l'empathie sur des sujets un petit peu controversés, donc on va continuer dans des sujets encore plus controversés, les différences cognitives entre les sexes. Alors, on va commencer par quelques statistiques que j'ai prises sur un site de l'Union européenne, des statistiques que tout le monde connaît. Par exemple, le fait que les femmes ont en moyenne un niveau de scolarité supérieur atteint plus souvent que les hommes, 41% chez les femmes, 32% chez les hommes, un niveau à peu près bac plus 2. Et malgré tout, elles ont un taux d'emploi qui est inférieur aux hommes, elles ont des revenus horaires qui sont inférieurs à ceux des hommes, et elles sont faiblement représentées dans la plupart des institutions de gouvernance, qu'il s'agisse des institutions étatiques et européennes, ou qu'il s'agisse par exemple des instances de direction d'entreprises privées. Elles sont représentées à peu près à un niveau d'un tiers. Une autre statistique que j'ai trouvée assez intéressante sur ce site, c'est que si on regarde dans les médias, à peu près 44% des personnes que l'on voit dans les médias sont des femmes, mais quand les personnes interviennent en qualité d'experts, alors il n'y en a plus que 20%. Voilà tout un tas de statistiques qui sont relativement courantes, mais qui font toujours un petit peu méditer. Alors, donc, on connaît bien ces phénomènes de plafond de verre, de discrimination à l'encontre des femmes et aussi à l'encontre de certaines minorités. Et donc, évidemment, on peut se poser la question tout à fait légitime de comment essayer de faire reculer ces discriminations. Alors, une tentation qui semble être la plus fréquente, finalement, si vous regardez ce qui se passe dans les médias, c'est de dire, eh bien, on affirme qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes, absolument aucune. Et puisqu'il n'y a aucune différence, il n'y a aucune raison de discriminer les femmes. Donc, fin de l'histoire. Donc ça, c'est une stratégie possible. À mon avis, elle est un petit peu risquée. Elle est un petit peu risquée, pourquoi ? Parce que si demain, quelqu'un arrive avec une preuve qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, tout l'argument s'effondre. Et alors, on se retrouve à poil. Alors, le pire, c'est que des preuves qu'il y a des différences, on les a déjà, en plus. Donc, c'est vraiment pas la bonne stratégie, et pour des stratégies alternatives, on en reparlera dans la dernière diapo. Mais en premier lieu, je vais essayer de vous montrer un petit peu les données qui permettent de penser qu'effectivement, il y a des différences cognitives entre les hommes et les femmes, qui ne sont pas forcément toujours celles qu'on croit, pas forcément celles qui correspondent aux stéréotypes les plus frappants, mais il y en a. Alors, premièrement, si on passe les stéréotypes les plus éculés, vous savez sans doute qu'au XIXe siècle, des hommes fameux comme Paul Broca, le neurologue, mais bien d'autres aussi, pensaient que les femmes étaient moins intelligentes. Et donc, dans cet argument dû à Paul Broca, c'était notamment en raison de la petite taille de leur cerveau. Puisqu'elles avaient un petit cerveau et que le cerveau, c'est l'intelligence, eh bien, ça expliquait pourquoi elles étaient plus faiblement intelligentes. Alors, examinons les données pour voir si le raisonnement de Paul Broca est correct. Donc, premièrement, est-ce qu'il y a vraiment une différence de taille de cerveau entre les hommes et les femmes ? La réponse est oui. Les femmes, il y a une différence d'à peu près 150 cm3 dans la taille du cerveau des hommes et des femmes. C'est-à-dire une différence d'environ 9%. En moyenne, évidemment, puisqu'il y a une variabilité très importante au sein des hommes et au sein des femmes, donc avec un recouvrement entre les deux sexes. Alors évidemment, les femmes sont en moyenne aussi plus petites, globalement, que les hommes. Donc on pourrait se dire, finalement, le cerveau est réduit en proportion de la taille du corps, donc peut-être c'est juste dû à la différence de taille. Mais en fait, il se trouve que c'est en partie vrai, mais ça n'explique pas totalement la différence de taille entre les cerveaux des hommes et des femmes. Cette différence, elle est présente dès la naissance, et elle est présente à tous les âges, quelle que soit la taille et les rapports de taille entre les hommes et les femmes. Par exemple, si on regarde ce graphe qui montre la taille, le volume total du cerveau en fonction de l'âge, vous voyez de 7 à 19 ans, pour les garçons en bleu, pour les femmes en rouge. Vous voyez d'ailleurs d'abord que la taille du cerveau, ça change au cours de la vie, ce n'est pas quelque chose de fixe une fois pour toutes. Ça suit une certaine courbe, ça pique à un certain âge. En l'occurrence, ça atteint un pic à un âge différent entre les garçons et les filles. Mais en tout cas, à tous les âges, le cerveau des garçons est plus grand que celui des filles, y compris à des âges comme au début de l'adolescence où les filles sont plus grandes que les garçons. Donc vous voyez que la taille du cerveau ne dépend pas exclusivement de la taille du corps. Donc il y a bien une différence de volume cérébral entre les hommes et les femmes. Deuxième question, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre QI et volume cérébral, en admettant que le QI soit une mesure valable de l'intelligence ? Eh bien, oui, il y a un lien entre le QI et le volume cérébral. Il y a une corrélation de
0,33, autrement dit, les variations de volume cérébral expliquent environ 10% des différences individuelles dans le QI. Et ce n'est pas le résultat juste d'une unique étude, c'est le résultat d'une méta-analyse qui est de 37 études sur 1500 participants, donc c'est vraiment un résultat robuste. Donc il y a un lien, même si c'est un lien relativement faible, entre volume cérébral et intelligence générale. Du coup, on se demande, mais est-ce que Broca avait raison? Est-ce que cela implique que les femmes sont moins intelligentes que les hommes? Et en fait, non. Et pour s'en convaincre, finalement, si on veut connaître la réponse à la question, il n'y a qu'à tester les QI des hommes et des femmes et regarder les résultats des scores. Ce qui n'était pas possible à l'époque de Broca, puisque les tests d'intelligence n'avaient pas encore été inventés à l'époque. Et donc, si on regarde les résultats des tests, eh bien, effectivement, on se rend compte que les femmes et les hommes ont en moyenne des scores identiques. Et du coup, quel est le paradoxe qui fait qu'il y a des différences de volume de cerveau? Il y a un lien entre volume du cerveau et QI, mais finalement, il n'y a pas de différence entre les QI des hommes et des femmes. Eh bien, on le comprend sur ce graphe qui vous montre donc, le volume du cerveau sur l'axe des X. C'est le volume de la matière blanche, parce qu'en fait, c'est la matière blanche qui varie principalement quand le cerveau varie en taille. Et ici, les scores de QI dans une échelle arbitraire. Alors là, c'est le QI verbal, mais c'est pareil avec le QI non verbal. Et les différents points, ce sont les hommes en noir et les femmes en blanc. Et donc vous voyez que les hommes en noir sont plus à droite que les femmes en blanc, donc ce qui montre bien qu'ils ont un volume cérébral plus important. Par contre, si vous regardez sur l'axe des Y, eh ben, il n'y a pas un groupe qui est au-dessus de l'autre. Les hommes et les femmes ont la même moyenne qui est ici dans cette unité arbitraire à 0. Et vous voyez que la corrélation entre volume cérébral et QI, elle est visible. C'est la corrélation qu'on voit ici au sein des hommes et là au sein des femmes. Donc il y a bien une corrélation entre volume cérébral et QI, mais elle est valable au sein des deux sexes et elle n'explique pas les différences de volume cérébral entre les deux sexes. Voilà. Encore faut-il voir les données pour s'en rendre compte. Donc voilà, c'est les conclusions que je viens d'expliquer. Donc finalement, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes sur les mesures d'intelligence générale. En tout cas, aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque de Paul Broca, au XIXe siècle, il y en avait, parce qu'après tout, à son époque, les femmes n'étaient pas aussi éduquées que les hommes. Et évidemment, l'éducation, et en particulier la scolarisation, c'est un outil formidable de développement de l'intelligence. Donc ce n'est pas impossible que Paul Broca n'était pas forcément un afrosexiste, mais simplement il faisait état des observations qu'il faisait dans l'environnement qui était le sien au XIXe siècle. Et simplement, il a fait l'erreur d'attribuer ça à une faiblesse congénitale des femmes, alors que c'était juste un effet de l'éducation. Ceci étant dit, maintenant qu'on a dit que les QI étaient en moyenne égaux, on peut se poser la question, mais si on regarde en détail dans les différents tests qui sont moyennés dans un QI, est-ce que les hommes et les femmes pourraient avoir des profils cognitifs légèrement différents? Et donc, et aussi des profils cérébraux. Si on ne regarde pas seulement le volume du cerveau, est-ce que dans des petites structures plus spécifiques, il y a des différences? Et donc là, la réponse est oui. Si vous regardez cette première partie du graphe, là, ce sont des volumes d'un certain nombre de structures qui sont à l'intérieur du cerveau, qui s'appellent l'hippocampe, l'amygdale, etc., les noyaux gris centraux. Et vous voyez que les barres grises, c'est les hommes, et les barres blanches, c'est les femmes, et donc il y a des différences de volume entre les deux. Alors ça, c'est relativement évident, puisque comme le cerveau des hommes est globalement plus grand, évidemment, les structures qui sont à l'intérieur sont aussi plus grandes. Donc pour ça, pour avoir une bonne idée de s'il y a des structures qui sont plus grandes chez les femmes ou plus petites chez les femmes en proportion, il faut ajuster par rapport au volume cérébral total, ce qui est fait dans l'image du dessous. Et vous voyez qu'évidemment, ça diminue grandement les différences entre les sexes, mais ça ne les réduit pas toutes à 0. Et vous voyez qu'il en subsiste un certain nombre pour certaines structures cérébrales, donc toujours l'hippocampe, l'amygdale, le putamen, etc. Donc, même en ajustant sur le volume cérébral total, il y a certaines structures cérébrales qui ont un volume relatif différent entre les hommes et les femmes. Si on regarde ça d'une autre manière en faisant d'autres techniques de quantification des volumes de matière grise et de matière blanche, ici, ce n'est pas une étude particulière, c'est une méta-analyse à nouveau de 16 études qui ont mesuré les volumes gris et blancs de matière grise et de matière blanche localement dans les cerveaux d'hommes et de femmes, donc sur un effectif de 2000 personnes. Et vous voyez qu'il y a des différences. En rouge, ce sont les régions où les hommes ont des volumes plus grands, et en bleu, ce sont les régions où les femmes ont des volumes plus grands.
Et je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les régions qui sont différentes. Donc vous voyez, en tout cas, les régions pour lesquelles les femmes ont un volume plus grand, ça ne peut pas s'expliquer par la taille plus grande du cerveau des hommes. Ça va dans le sens contraire. Donc c'est une différence réelle. Et globalement, ces régions, on les trouve dans différentes régions du cortex, mais dans ce qu'on va appeler le système limbique, qui est une partie du cerveau qui a surtout trait au traitement des émotions. Enfin, en particulier au traitement des émotions, à la reproduction, aux besoins basiques, la faim, la soif, etc. C'est, on va dire, les principales régions du cerveau qui semblent dimorphiques entre les hommes et les femmes. Ce qui fait un lien avec la présentation de Julie Grèce précédemment, où elle vous montrait aussi des différences de traitement émotionnel entre les cerveaux des hommes et des femmes. Donc oui, il y a des petites différences cérébrales entre les hommes et les femmes au niveau de la structure de certaines parties du cerveau localement. Ce ne sont pas des différences énormes non plus. Alors après, si on regarde les capacités cognitives, donc on revient au QI, en moyenne c'est pareil, mais dans le détail, sur chaque test, eh bien en fait, on voit que les profils peuvent différer un petit peu en moyenne. Et donc on voit qu'il y a certains tests sur lesquels les hommes ont une performance meilleure que les femmes, en moyenne, et puis certains tests aussi sur lesquels les femmes ont des performances meilleures. Donc par exemple, la tâche sur laquelle les hommes ont en moyenne le plus gros avantage sur les femmes, c'est cette tâche dite de rotation mentale. Donc vous voyez, il s'agit d'éléments cubiques, d'assemblage de cubes en 3 dimensions, et on vous demande de retrouver par exemple parmi ces 3-là, lequel est identique à celui-là, mais après rotation. D'accord ? Et donc pour trouver la bonne réponse, eh bien, il faut faire tourner le truc dans sa tête, c'est de l'imagerie mentale, et voir si c'est le même ou si c'est l'image miroir. Et donc ça, c'est une tâche un peu difficile qui nécessite de faire tourner les images dans sa tête. Dans cette tâche-là, eh bien, les hommes sont significativement meilleurs que les femmes en moyenne. Dans d'autres tâches aussi, telles que viser et lancer, les hommes ont tendance à être meilleurs, ou juger de l'orientation de ligne. Les femmes sont en revanche meilleures dans d'autres tâches, comme juger de similarité visuelle entre différents dessins, mais pas en 3D, pas dans l'espace. Retenir la localisation de différents objets dans des scènes complexes, dans un certain nombre de tâches verbales, dont l'affluence verbale, donc trouver le plus possible de noms qui commencent par une certaine lettre, ou trouver le plus possible de noms d'animaux, par exemple, le plus vite possible. Là, elles sont meilleures. Dans des tâches de motricité fine. Dans les maths, sujet très controversé, les maths, c'est compliqué, vous voyez, c'est pas juste un truc. Alors quand on dit les maths, on ne sait pas de quoi on parle. En gros, en moyenne, sur l'ensemble des tests de maths, il n'y a pas de grosse différence entre les hommes et les femmes, contrairement à ce que disent les stéréotypes. En revanche, pareil, si on regarde dans les détails, il y a certains tests de maths dans lesquels les hommes ont un avantage, et certains tests de maths, et notamment l'arithmétique, où les femmes ont peut-être un avantage dans l'autre sens. Donc vous voyez, il y a des profils légèrement différents. Alors on peut se poser la question, mais ces différences sont-elles réelles ? Alors pourquoi est-ce qu'elles ne seraient pas réelles ? Eh bien, parce que la performance des gens peut être biaisée dans les tâches par différents facteurs. Et donc le biais le plus connu, c'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Et donc ça vient de cette expérience fameuse dans laquelle ces chercheurs américains donnaient un test à faire à des étudiants, hommes et femmes. Et donc c'était un test avec des éléments graphiques. Et donc dans une condition, ils leur disaient « ceci est un test de géométrie ». Et on sait bien que les femmes ne sont pas très bonnes en maths. Et dans cette condition-là, la performance des femmes était bien inférieure à la performance des hommes. Et puis dans une autre condition expérimentale, ils testaient les sujets avec exactement le même test en disant c'est un test de dessin et de graphisme. Et il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et vous voyez, la différence est identique. Enfin, les performances sont identiques. Donc ça montre que les performances des gens dans des expériences de psychologie sont influençables par le contexte de manière générale, par les instructions qu'on leur donne, par les croyances qu'on implante dans leur esprit, et qu'il peut y avoir un phénomène de prophétie autoréalisatrice. Je crois que je suis mauvais et donc j'ai une performance moins bonne. Et du coup, il se pourrait que les faibles performances des femmes dans certaines tâches pourraient s'expliquer tout simplement par les stéréotypes qui sont véhiculés sur leur performance, en maths par exemple, ou simplement par des effets de contexte. Et du coup, on est en droit de se poser, mais finalement, toutes ces tâches où il semble que les femmes aient une performance moins bonne que les hommes, est-ce que finalement, c'est juste des effets de la menace du stéréotype ? Et alors là, pour le savoir, il faut regarder dans le détail la taille des différences et les comparer. Et alors, si on fait ça,
Donc il faut quantifier la taille des différences entre les sexes sur différentes grandeurs. Donc pour vous donner un repère, donc on fait ça avec une dimension standardisée qu'on appelle le D, c'est une statistique, le D de Cohen. Et donc l'unité 1, ça correspond à un écart type de la population. D'accord ? Donc pour fixer les idées, je fais référence à une différence entre les sexes que vous connaissez bien, c'est la différence de taille en moyenne. Et donc cette différence de taille, elle a une taille de 2. Okay ? 2 écarts types de la population, c'est la différence de taille moyenne entre les hommes et les femmes. Si on regardait ça sur un histogramme, donc vous voyez sur l'axe des X, on aurait les tailles, donc je ne sais pas, de 1,40 m à 2,10 m par exemple. Et puis la distribution des tailles des femmes, ça serait la courbe en jaune ici, et la distribution des tailles des hommes, ça serait la courbe en violet là. Donc vous voyez, avec une différence de moyenne ici, égale à 2 écarts types de la population, avec dans les très grandes tailles quasiment que des hommes, avec dans les très petites tailles quasiment que des femmes, mais dans les tailles intermédiaires, évidemment, tout est possible. Il peut y avoir, comme on le sait bien, des femmes plus grandes que certains hommes. Donc voilà à quoi correspond une taille d'effet de 2. Maintenant qu'on a fixé les idées, on peut regarder les tailles d'effet des principales différences cognitives entre les sexes. Et donc les voici. Donc avec positif ici au-dessus de la ligne 0 quand c'est en faveur des hommes, et négatif ici quand c'est en faveur des femmes. Et donc vous voyez déjà que comparé à la taille, ce sont des différences relativement petites. Elles sont toutes inférieures à 1. Donc 1, ça correspond à ce recouvrement dans les deux distributions. Donc c'est une différence significative dans les deux distributions, mais comme vous voyez, il y a un recouvrement quand même important. Et donc si on regarde les tâches qui donnent le plus d'avantages aux hommes, eh bien, on retrouve cette fameuse rotation mentale dans l'espace, le test que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis si on regarde les tâches qui sont le plus à l'avantage des femmes, eh bien, on retrouve ce quotient d'empathie qui était la mesure décrite par Julie à l'instant, le questionnaire de Simon Baron-Cohen, où on pose des questions aux gens sur leurs attitudes, leurs réactions dans différents types de situations et qui permettent de quantifier leur degré d'empathie pour les autres êtres humains. Et donc là, vous voyez que les femmes ont un très net avantage sur les hommes. Et puis après, au milieu, il y a tout un tas d'autres dimensions cognitives dans lesquelles il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais pour la plupart, elles sont quand même très très petites, avec des recouvrements. Vous voyez, avec une taille de 0,5, ce qui est le cas par exemple pour l'agressivité, 0,4, 0,5, on a ce recouvrement entre les deux distributions. Donc ça paraît vraiment très faible. Mais il y en a malgré tout. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que l'effet de menace du stéréotype que je viens de décrire tout à l'heure, la prophétie autoréalisatrice, ça aussi, ça a une taille d'effet qui a été quantifiée, et elle est de 0,26. Donc vous voyez, ça se situe ici à peu près la taille d'effet qu'on peut obtenir avec des effets de contexte de suggestion. Et donc on voit bien que peut-être que ça explique certaines des différences de petite taille ici, mais ça explique probablement pas les différences de beaucoup plus grande taille comme la rotation mentale dans l'espace ou le quotient d'empathie. Alors, on pourrait dire, bon finalement, la plupart de ces différences cognitives entre les sexes, elles sont de petite taille, donc ça se trouve, ça n'a aucune conséquence pratique. C'est juste quelque chose de statistique. Alors pour illustrer, je prends l'exemple des différences en agressivité, qu'on peut pareil quantifier à l'aide de questionnaires. Et donc vous voyez, c'est une différence de 0,4. Donc 0,4, ça correspond à ce recouvrement entre les deux distributions gaussiennes. Donc on peut se dire, bon finalement, les différences d'agressivité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas si grand qu'on croyait, c'est relativement négligeable pour la vie courante. Mais en fait, on peut le voir d'une autre manière, c'est que si on regarde la proportion d'hommes et de femmes qui atteignent un score donné, eh bien, si vous êtes dans cette région-là au milieu, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes, mais plus vous allez aller vers des scores extrêmes, et plus la proportion d'hommes augmente par rapport aux femmes. Et quand on va dans des scores très extrêmes, donc vous voyez, si à 100, il va y avoir un peu plus d'un homme pour une femme, mais à 150, il va y avoir 3 hommes pour une femme, et à 200, il va y avoir 8 hommes pour une femme. Okay ? Et on comprend bien pourquoi, finalement, les homicides sont commis par 10 hommes pour une femme. C'est parce que quand on arrive à des niveaux d'agressivité extrêmes, finalement, cette petite différence de moyenne à la base se traduit par une disproportion de la représentation des hommes. Donc, petits effets, mais grandes conséquences. Enfin, ces différences sont-elles induites exclusivement par l'éducation et des facteurs sociaux ? Là, j'ai pas mal de diapos que je pourrais vous montrer
sur les facteurs biologiques qui sont sous-jacents à un certain nombre de différences. Je ne vais pas avoir le temps de tout vous montrer. Je passe rapidement cette diapo sur le fait que, évidemment, les hommes et les femmes sont définis avant tout par des différences chromosomiques, XX et XY, que ces différences chromosomiques induisent des différences hormonales, parce que le chromosome Y induit la différenciation des gonades en testicules chez l'homme, et ces testicules vont produire de la testostérone, et cette testostérone va infuser tous les tissus et les masculiniser, en quelque sorte, les différencier sous une forme masculine. Et ça se passe aussi dans le cerveau, et on a des centaines et des milliers d'études chez des animaux non humains qui établissent très bien le lien entre l'imprégnation hormonale du cerveau au stade fœtal, ça se passe vers 10 semaines de gestation chez l'humain, et des différences entre les sexes au niveau cérébral et au niveau cognitif. On le sait très bien chez des animaux non humains parce qu'on fait des interventions pour manipuler les taux d'hormones fœtales. Évidemment, on ne peut pas faire le même genre d'expérimentation chez l'humain. Et donc, on en est réduit à observer des situations plus d'expériences naturelles, on va dire, comme par exemple ces cas d'hyperplasie congénitale des surrénales, qui est une mutation génétique qui fait que certaines femmes, génétiquement femmes, c'est-à-dire XX, ont en fait un taux c'est comme si elles sécrétaient de la testostérone pendant leur vie fœtale, et donc du coup, leurs tissus vont être masculinisés alors même que leur génome est féminin, et effectivement, elles vont manifester certains traits masculins au niveau physique, mais aussi au niveau cognitif. On peut voir ça, par exemple, dans le fait qu'elles sont ici représentées par les ronds noirs, alors que les femmes sont les ronds blancs et les hommes sont les triangles blancs. Elles ont des performances intermédiaires entre les hommes et les femmes sur les tâches de rotation mentale, sur les tâches de compétences mécaniques et sur un certain nombre de choix, on va dire, d'activités typiquement masculines. Donc, c'est une expérience naturelle qui suggère qu'effectivement, quand les taux d'hormones masculines fœtales varient, eh bien, ça a un impact sur les traits cognitifs qui sont typiquement masculins ou féminins. Alors, je vais passer ça. Juste cette diapo pour vous dire qu'on trouve ça aussi chez le bébé, dès 3 à 5 mois, cette différence entre les sexes en rotation mentale, et qu'on trouve ça aussi chez le macaque. Donc, ça veut dire que, alors ça, c'est des préférences pour des jouets. Donc il y a des préférences pour des jouets qui sont différentes entre les garçons et les filles avec hyperplasie congénitale des surrénales sont aussi intermédiaires dans leurs préférences pour les jouets. Alors les jouets masculins, ça va être des jouets mécaniques avec des roues, des parties mobiles, et les jouets féminins, typiquement, ça va être des poupées. Et donc ces préférences, en fait, il n'y a pas que des différences dans les capacités, il y a des différences dans les préférences qui sont manifestées par les garçons et par les filles. Et à nouveau, les filles CH sont intermédiaires. Les macaques ont aussi les mêmes préférences, donc ça suggère que c'est des choses qui sont évolutionnairement assez anciennes. Et donc, il y a aussi des effets de la testostérone fœtale, je passe là-dessus. Et donc, pour résumer les différences entre les sexes, il n'y a pas de différence en QI global, mais il y a des différences subtiles de profil cognitif qui vont dans les deux directions, avec des amplitudes qui sont relativement modérées. Toutes ces différences, bien sûr, peuvent être influencées par des facteurs sociaux. En premier lieu, l'éducation. En deuxième lieu, les effets de contexte tels la menace du stéréotype. Mais malgré tout, certaines de ces différences, dans certaines tâches particulières, sont aussi observées chez des bébés et des enfants très jeunes, dans des espèces non humaines. Et on trouve des effets intermédiaires chez les filles qui ont été exposées à la testostérone de manière prénatale. Et donc, les facteurs sociaux ne peuvent pas expliquer totalement toutes ces différences. Mais elles peuvent malgré tout les amplifier quand elles sont présentes à la base. Et puis il y a également des différences cérébrales dont le rôle sur les différences cognitives reste à clarifier. Et donc pour revenir à notre question de départ, quelle stratégie adopter pour faire reculer les discriminations et le plafond de verre? Est-ce que c'est une bonne idée d'affirmer que les hommes et les femmes sont égaux en tout point et qu'il n'existe aucune différence? Je vous le disais, c'est une stratégie risquée. On sait déjà que c'est une stratégie qui est fondée sur du sable. Donc visiblement, ce n'est pas la bonne. Les bonnes raisons de lutter contre les discriminations, c'est tout simplement l'égalité des droits. Et l'égalité des droits ne requiert pas l'égalité en tout point des individus. On sait très bien que les individus sont différents et malgré tout, ils sont tous égaux en droit. Et c'est ça la justice. Et donc, c'est les notions de justice et d'équité qui sont importantes à défendre, quelles que soient les différences entre les individus. Ce qui est important, c'est
d'évaluer les individus, donc si on parle d'embauche, de promotion, etc., il faut évaluer les individus sur leurs qualités individuelles et pas sur les qualités moyennes supposées du groupe auquel elles appartiennent. Ça, c'est injuste. Et donc, par ailleurs, il faut bien connaître les stéréotypes et il faut bien connaître les autres biais psychologiques dont on sait, dans la recherche en psychologie montre qu'ils sont à l'œuvre dans différentes situations où on a à évaluer les individus, de manière à établir des garde-fous et à mieux contrecarrer leurs effets dans les situations d'évaluation. Et donc, pour conclure, les différences, elles sont partout entre les hommes et les femmes et entre tous les individus parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques et finalement c'est ça qui est formidable. Et donc il ne faut pas avoir peur des différences, il faut essayer d'être juste malgré toutes les différences. Voilà, je vous remercie. Vous parlez donc au final on pourrait parler par rapport à la différence significative entre les hommes et les femmes, du fait que les hommes ont une capacité plus forte avec la rotation mentale et que les femmes au final mémorisent plus facilement ou en tout cas voient plus facilement les distinctions entre 4 maisons, l'exemple que vous avez montré. On pourrait donc dire que on va dire qu'un homme a plus, il y aurait une complémentarité au final de par cette différence, il y aurait une complémentarité homme-femme du fait qu'au final l'homme aurait, on l'a déjà vu un peu dans nos connaissances que l'homme a une plus grande facilité, je pense que ça a été vu du coup, à regarder sur une carte géographique et voir où il va, et que la femme, au contraire, elle va prendre des points de repère dans la rue. Au final, ça revient à ça. Dire que cette différence significative apporte une complémentarité, si je comprends bien. Oui, on peut le voir comme ça. Je vous remercie de l'avoir formulé de cette manière. Bon, une chose que j'ai omis de dire, c'est qu'il y a des différences significatives dans un certain nombre de tâches cognitives. Ces tâches cognitives n'ont pas toutes une pertinence énorme pour les situations de la vie réelle et en particulier dans le travail, etc. Bon. Et par ailleurs, effectivement, ce que vous avez dit, c'est que, je le traduirai différemment, on a besoin de femmes à haut niveau de responsabilité, on parlait de leur position dans les gouvernements, dans les directions d'entreprise. On a besoin de femmes dans ces postes-là aussi, précisément parce qu'elles sont différentes des hommes et qu'elles apportent quelque chose que les hommes ont moins. Et c'est pour ça aussi qu'il faut les valoriser. Donc si j'ai bien suivi, le fait que les filles soient moins bonnes en maths physique et meilleures, mettons, en médecine, bio ou sciences sociales, c'est pas du tout cognitif, c'est purement lié à leur environnement, à leur éducation et aux stéréotypes. Alors d'abord, c'est pas vrai qu'elles sont meilleures en maths physique. Non, elles sont moins bonnes en maths physique. Les résultats de tous les tests connus, et par exemple les résultats au bac, montrent qu'elles sont aussi bonnes que les garçons en maths physique. Et ça, c'est pour le coup, autant il y a des stéréotypes qui sont fondés sur des différences réelles, ça, c'est un stéréotype qui est fondé sur rien. C'est un pur stéréotype, c'est un pur préjugé. Donc elles ne sont pas moins bonnes en maths physique. Par contre, il est vrai qu'elles sont moins représentées dans les formations scientifiques, en ingénierie, etc. Et donc, on peut sans doute en conclure que ce n'est pas parce qu'elles ont des prédispositions différentes, mais c'est d'une part parce qu'il y a sans doute des biais qui jouent contre elles, et peut-être aussi parce qu'elles ont des préférences différentes. On a un tout petit peu évoqué les différences de préférences entre garçons et filles. Mon hypothèse, ce n'est pas totalement démontré, mais mon hypothèse, c'est qu'effectivement, il y a de vraies différences de préférence en moyenne entre les garçons et les filles, et que ces différences de préférence vont orienter, même de manière très précoce, les activités auxquelles ils se consacrent, que le fait qu'ils s'orientent vers telle et telle activité, ça les entraîne plus dans tel et tel domaine cognitif que dans tel autre, et ça commence à induire des différences. Et donc, il est parfaitement possible qu'il y ait des bonnes raisons cognitives pour lesquelles les femmes soient moins attirées par les professions d'ingénierie, on va dire, et plus attirées vers des professions où l'empathie est mise en jeu, par exemple les professions, les travailleurs sociaux, les infirmières, etc., où il y a une grande majorité de femmes. Je pense que ce n'est pas totalement dû au hasard non plus. Mais ça n'a rien à voir avec des capacités différentes.